Disponible. Allez, un jeune, là, je suis sûr. Bon, allez, on enchaîne. Donc, Madame Leroux du réseau Stratégie et Résilience, qui va nous ouvrir les fenêtres sur l'avenir. Bonjour, merci beaucoup. Alors, Martine Lheureux, donc j'agis moi à la fois en citoyen avec Stratégie Résilience, en entreprise, et notre chance c'est qu'on rencontre beaucoup d'acteurs, des acteurs différents, que ce soit des petites entreprises, des grandes entreprises, des infrastructures majeures pour notre territoire, des acteurs de l'État et des collectivités. Des travaux sont en cours un peu partout et c'est à saluer. Et les travaux qui ont été présentés ici font preuve effectivement de beaucoup de réflexions sur la thématique. Et ça, je ne peux que le saluer. Merci beaucoup pour tout ça. Aujourd'hui, je vais faire un plaidoyer pour remettre l'adaptation au centre, au cœur, pour remettre l'adaptation, mais aussi l'adaptabilité et la transformation en profondeur. Car à mon sens, nous ne sommes pas prêts, ce qui intensifie notre niveau de vulnérabilité. On a vu toutes les problématiques amenées par le changement climatique. L'une des très fortes, c'est la perturbation du cycle de l'eau. Les océans sont plus chauds, l'atmosphère est plus chaude, il y a plus de gouttelettes qui montent des océans sur notre atmosphère. Et donc, quand il va pleuvoir, il va tout simplement avoir tendance à pleuvoir beaucoup plus fort, de manière beaucoup plus intense. Et comme l'eau est en cycle, et parallèlement, ça fait des chaleurs plus intenses. Le réchauffement climatique, c'est deux types d'aléas, en gros, des chocs ponctuels, comme par exemple le cyclone Mélissa, et des stress chroniques de plus en plus fréquents. Ces stress chroniques, je vais en parler un petit peu plus longuement. Ces stress chroniques, ils sont créés principalement du coup par le déséquilibre de l'eau. Et l'enchaînement de ces déséquilibres répétés de ces stress chroniques possède une capacité de destruction massive sur nos différentes organisations, notre économie et nos territoires. En effet, nos sociétés, elles sont interconnectées et elles sont basées sur des climats stables. Absolument toute notre économie, c'est basé sur des climats stables. Actuellement, on fait face, du fait de la perturbation du cycle de l'eau, à des déséquilibres de plus en plus fréquents. Ce qui fait dire aux scientifiques que l'on arrive dans des dérives climatiques. Trois choses intenses, le trop chaud, le trop sec, le trop d'eau. On ne sait pas faire. On ne sait pas faire ni quand il fait trop chaud, ni quand il fait trop sec, ni quand il y a trop d'eau. Et l'une des conséquences les plus fortes, c'est sur la quantité d'eau disponible, c'est-à-dire l'eau potable dont on a besoin, l'eau qui nous fait vivre, l'eau qui fait vivre absolument toutes nos économies. Eh bien, cette eau-là, quand elle manque, et elle manque à la fois quand il fait trop sec, mais aussi quand il y a beaucoup trop d'eau. On l'a vu avec les dernières intempéries. La hausse de la température, si on regarde depuis 1850, on peut séparer en trois parties. 1850-2000, en 150 ans, on a augmenté la température de 0,6 degrés. 2000-2020, en 20 ans, on a à nouveau augmenté la température de 0,6 degrés. Et l'OMM nous confirme que 2024, on s'est arrêté à 1,55 degrés, soit 0,4 degrés. Ce n'est pas encore une observation climat, puisque pour faire une observation climat, il faut plus de 30 ans de recul, mais les scientifiques commencent à sortir de leurs réserves d'incertitude sur cela. L'OMM, qu'est-ce qu'elle nous dit? Selon les prévisions climatiques mondiales, les températures devraient se maintenir à des niveaux records ou quasi-records sur ces 5 dernières années. Prochaine. Pardon? Prochaine, pardon, merci. Prochaines années. Donc en gros, ce qu'on a vécu les dernières chaleurs, eh bien, on va peut-être beaucoup plus fort sur ces 5 prochaines années. Et qu'est-ce que ça a donné chez nous? J'ai fait une petite rétrospective parce que des fois on oublie, et on oublie la succession des choses. En fait, 2024, à un moment donné, nous étions en crise sécheresse pour la première fois. C'était dans la période mars-avril 2024, avec des déficits de 10 à 20%, jusqu'à 60% de manque de pluie. En avril, le déficit de précipitation était jusqu'à 70% inférieur à la moyenne. Et fin 2024, nous étions sous les intempéries, sous l'eau. Début 2025, à nouveau en avril 2025,
les services de l'État se sont rencontrés et ont placé la Martinique en vigilance sécheresse. Avril 2025, 25 avril 2025, des inondations avaient lieu sur notre territoire. Août 2025, comme tu l'as bien souligné, un record de chaleur historique avec des atteintes jusqu'à 37 degrés. J'ai bien aimé que tu différencié par rapport à la moyenne. Plus 4 degrés, j'ai retenu par rapport à la moyenne. Parce que on parle souvent de moyenne. Mais ce qui est important, et ce qui nous touche, ce sont les extrêmes. Novembre 2025, il y a quelques jours, nous étions sous des glissements de terrain, des inondations. Et encore une fois, le trop d'eau a fait que certaines usines d'eau potable n'ont pu fonctionner, certains services d'assainissement n'ont pu fonctionner. C'est ce qu'on appelle la théorie du boxeur. On peut prendre un coup. Vous imaginez un boxeur sur un ring, il prend un coup. Il prend le même coup 3 ans plus tard, c'est pas très grave pour lui. S'il prend le même coup 3 mois plus tard, eh bien là, ce sera beaucoup plus difficile de s'en remettre. Ces répétitions de trop d'eau et de pas assez d'eau fragilisent énormément nos infrastructures, fragilisent absolument tout ce qu'on a créé, nous fragilisent, nous, humains et non humains. Et nous ne savons pas faire avec. Par exemple, l'ouragan Maria, qui a détruit, qui est passé sur Porto Rico, a mis à terre le réseau électrique pendant près de 192 jours. Ce système électrique a été remis sur pied, mais il est défaillant toujours. Et lorsqu'il y a de très fortes chaleurs, eh bien il lâche. Lorsque l'on subit des événements comme ça, on n'arrive plus à remettre les infrastructures à équivalent pour supporter l'ensemble des éléments du changement climatique. À cela s'ajoutent des points de bascule. Un point de bascule, en fait, ce sont des niveaux de dysfonctionnement. Par exemple, tu as parlé des coraux. Les coraux, c'est un point de bascule. C'est-à-dire que s'ils s'effondrent, il y a plein de rôles dans la machine de régulation du climat qui ne vont plus jouer. Et on passe d'un état à un autre. Et c'est-à-dire que cet élément qui servait de régulateur ne joue plus ou peut jouer en sens inverse. Et à ce moment-là, aggraver de manière exponentielle le climat. Une étude qui est sortie juste avant la COP sur les tipping points, les global tipping points, qui est sortie donc il y a quelques jours, en octobre, fin octobre, nous dit comme ça, l'humain a trop déstabilisé le climat au point de l'avoir rapproché de points de bascule au potentiel cataclysmique. Ces points de bascule amplifient absolument tous les risques. Encore une fois, lorsqu'on présente les risques, on présente quelque chose en des moyennes. Il faut bien se dire qu'à chaque fois qu'on bouge les extrêmes, les risques s'amplifient. Lorsqu'on détermine, et c'est bien pour ça que dans les accords de Paris, il y a 2 seuils, 1,5 degrés et 2 degrés, c'est justement parce qu'au-delà de 2 degrés, les scientifiques savent que les points de bascule sont difficilement mesurables et que beaucoup d'entre eux se déclencheront. Et d'ailleurs, je remercie Météo France pour le travail et la qualité de ces planches qui me permettent, moi, de vulgariser, de sensibiliser les personnes à l'ensemble des risques de changement climatique. Mais tous les risques qui sont présentés ici deviennent à ce moment-là exponentiels. Partout sur la planète, les dégâts sont déjà visibles. À chaque fois, les événements coûtent de plus en plus cher et coûtent de plus en plus en vie humaine et en vie non humaine, coûtent également de plus en plus en infrastructure et affaissent de plus en plus notre économie. Et donc, nous ne pouvons plus penser nos projets, nous ne pouvons plus penser quoi que ce soit comme nous le faisions quand nous étions à un climat stable. Ici, nous avons à nouveau une représentation de la courbe de température que je vous ai remise. Si vous voyez les 2 plus basses, ici, donc vous avez les 2 courbes bleues, ce sont les accords de Paris, 1,5 degrés et 2 degrés, d'accord ? Les États ont fait un certain nombre de promesses suite à ces accords. Les promesses, lorsqu'on les ajoute bout à bout, elles nous emmènent à 3 degrés, qui est la trajectoire actuelle d'adaptation. Mais lorsque choisie par la France pour l'adaptation au changement climatique, lorsqu'on regarde le niveau de CO2 qui continuait à s'accumuler au-dessus de notre tête, eh bien, on est plutôt sur quelque chose de plus haut, qui sont les courbes rouges et rouge-bordeaux, le business as usual ou le business as usual avec un peu de croissance et qui nous emmène à des températures exponentielles. Nous sommes donc, comme le montre cet élément de Ed Hawkins, cette friche de Ed Hawkins, sur un
choix clair au niveau du climat. Qu'est-ce qu'on fait? Et quoi qu'il en soit, quoi qu'on fasse, il faut qu'on intègre, et si vous regardez bien les strips, la couleur, ce sera toujours plus chaud, quel que soit notre choix. Soit un peu plus chaud, soit beaucoup plus chaud. Mais en aucun cas, on ne reste comme nous étions les dernières années. La France a donc choisi de s'adapter, de faire une traque à 4 degrés, ce qui signifie 3 degrés monde, c'est la trajectoire orange que je vous ai dit. Alors, moi, je vais vous poser quelques questionnements par rapport à cela. Est-ce que le réchauffement climatique va s'arrêter à 4 degrés? Ça, on ne sait pas. Qu'est-ce qui est adaptable à un climat qui fonctionne à 4 degrés? Qu'est-ce qui est adaptable et qui va continuer à tenir? Qu'est-ce qui va lâcher? On a tous un seuil de résilience climatique et des choses nous l'ont déjà montré. Il y a des limites dures à l'adaptation. Par exemple, si on prend l'usine d'électricité de PG&E de Californie, qui, comme toutes nos industries, connaissait des petits problèmes de fonctionnement, absolument comme tout notre quotidien. Seulement, ces petits problèmes de fonctionnement ont été exponentiels au-delà de 1,2 degrés. Ils ont mis 6 mois à tourner. 6 mois, 5000 salariés. On sait que on raisonne en moyenne, mais ce sont sur les extrêmes qu'il faut absolument peser. Nous avons des contraintes physiques, mais également, je voulais vous signaler aussi, par exemple, il y a plusieurs choses. Il y a des études allemandes, une étude allemande qui vient de sortir. Elle est sortie il y a 2 jours, où en fait des scientifiques se sont alliés pour sortir de leur réserve d'incertitude en disant « Il se peut que nous soyons sur la trajectoire haute du GIEC. C'est-à-dire que ces fameux 3 degrés 2100, on s'en rapproche en 2050. À ce moment-là, regardez à quel point, c'est dans 25 ans, 25 ans, regardez à quel point l'accélération et les exponentielles, tout ce que ça cause sur nos éléments. Par exemple, lorsqu'on lit depuis il y a quelques jours Téhéran, qui était en sécheresse extrême, eh bien l'Iran se demande s'ils vont évacuer la ville. 10 millions d'habitants. 10 millions d'habitants. On a tous, je vous l'ai dit, un seuil de résilience climatique et lorsque l'on a regardé tous les projets qui se sont accumulés, il faut que l'on connaisse cela. Par exemple, EDF. Quel est le seuil de résilience climatique du fonctionnement d'EDF en Martinique? Quels sont les points, et on sait parce qu'il y en a qui sont identifiés, à quel moment ça peut lâcher? Est-ce qu'on a les pièces qu'il faut pour que ça continue à tourner et pour que le plan d'adaptation puisse fonctionner pour tout le reste? Parce que faire un plan d'adaptation, ça ne peut pas se faire en silo. C'est complètement interconnecté et si une chose lâche, eh bien le reste ne peut pas fonctionner. Si on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. Si on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau. C'est un exemple par exemple. On a aussi des contraintes physiques, je vous l'ai dit, et notamment ici, je vous ai mis le risque de rupture des chaînes de valeur. C'est important. On ne peut pas se dire que tout va continuer à arriver, mais tout, quand je parle de tout, c'est à la fois l'alimentation, ce sont les pièces, ce sont absolument tout ce dont on a besoin pour fonctionner ici, tout ce qu'on utilise au quotidien. Lorsque l'on ne met pas ces ruptures, risques de rupture de chaîne de valeur dans nos plans, eh bien, on crée des biais dans les plans. Il y a bien sûr un risque d'accélération de dépression énergétique et matérielle. On peut prendre par exemple le canal de Panama. Le canal de Panama, sans eau. On a bien vu que abaissement complet. Si vous allez sur le site, vous allez voir au niveau des logistiques que, eh bien, ils savent déjà que les coûts sont exponentiels. Les puces électroniques de Taïwan, sans eau, à des milliers de kilomètres de chez nous, eh bien, ça a affaissé absolument l'ensemble de l'économie mondiale et la Martinique également. Donc, on ne peut pas. Là, je vous ai mis un autre exemple concernant l'eau. Alors, c'est pour parler du Chili. Donc, vous voyez, le Chili, il est en grand risque de stress hydrique. Il y a déjà des problèmes équivalents, en fait. Est-ce qu'elle va aux habitants ou bien est-ce qu'elle va aux mines? Le Chili, pourquoi j'en parle? Premier, dans des réserves très importantes de production de cuivre et de lithium. On sait que sans eau, on ne sort absolument rien au niveau des mines. Mais ça, si on ne l'anticipe pas auparavant, mais tous les plans qu'on fait ne peuvent pas fonctionner. Tous les matériaux que l'on anticipe pour faire telle et telle chose, nous ne les aurons pas, ou nous les aurons à un prix que peut-être Monsieur Finance n'a pas pris en compte. À tout cela, bien sûr, s'ajoutent les 9 limites planétaires. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'en ai absolument pas le temps, mais le Stockholm Resilience Center a défini
9 limites planétaires. 9 limites planétaires dans lesquelles il nous faudra rester pour tout simplement l'habitabilité de la planète Terre. Nous en avons déjà dépassé 7. Nous ne pouvons pas faire comme si elle n'était pas dépassée, comme si le climat c'était uniquement le seul problème. C'est faux, les problèmes sont entièrement interconnectés et nous savons que les autres problèmes des limites planétaires pèsent dessus et nous pesons également sur cela. Nous sommes dans un contexte de polycrise. J'aime bien ce mot, il a été inventé par Edgar Morin, je ne savais pas, avec une autre personne, j'ai oublié son nom, je ne l'ai plus en tête. Mais pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, il y a plein de crises en ce moment, mais vous voyez tous, vous écoutez les informations. Mais en fait, elles sont absolument toutes interconnectées et elles se nourrissent entre elles. Ça veut dire aussi que dans notre gestion de crise, je pense par exemple à des conflits sociaux, nous ne pouvons les considérer de manière déconnectée à tout ce que nous avons vu là. J'aime bien cette phrase d'Edgar Morin, connaître et penser, ce n'est pas arriver à une vérité certaine, c'est dialoguer avec l'incertitude. Ce n'est pas que moi, les rapports européens le disent, il y a des effets dominos, ça c'est un rapport européen sorti en 2023. Effet domino, est-ce que nous sommes prêts? Clairement, ils disent que non. Tous les pays européens, aucun n'est prêt. Tout se répercute sur les écosystèmes, la santé, l'alimentation, l'infrastructure, l'économie, l'assurance, la finance. Alors du coup, ce que je vous propose, c'est de changer de regard. De changer de regard, d'avoir une vision systématique, proche du vivant et robuste. Systémique, pardon, proche du vivant et robuste. Et donc, dans nos plans, de faire des choses que l'on ne fait peut-être pas habituellement. La première, c'est, dans nos plans, on part souvent d'un point A, on se dit, bon, on va faire ça, on va améliorer ça, on va protéger ça, on va sécuriser ça, et comme ça, s'il y a un choc, c'est bien, ça va revenir, on va revenir tout comme avant. Ce que le changement climatique nous montre, et ce que la situation actuelle nous montre, c'est qu'il faut savoir partir d'un point A et arriver à un point B qui est le plus bas que le point A. Et il faut l'anticiper. Il faut l'anticiper, ça veut dire quoi l'anticiper? Nous sommes des êtres humains. Ça veut dire qu'il faut anticiper la vulnérabilité qui est à l'intérieur. Et quel que soit, que ce plan soit pensé à un niveau territoire, que ce plan soit pensé à un niveau entreprise, que ce plan soit pensé à un niveau collectivité. Il faut absolument qu'on intègre l'instabilité, les déséquilibres et l'incertitude. C'est pareil, on n'aime pas trop ça. On aime bien un plan, nous, qui fonctionne avec peu d'incertitude. On sait ce que c'est. Sauf que là, on est obligé d'intégrer une très forte dose d'incertitude parce que c'est absolument ce que tous les scientifiques nous disent pour l'avenir, pour les mois et les années à venir. Un plan qui soit donc souple et agile, parce que plus il sera fermé, et s'il est trop fermé, on ne peut pas, par nature, intégrer cette souplesse et cette agilité. Et donc, l'adaptabilité. L'adaptabilité, c'est justement prendre en compte ces éléments-là. La résilience, c'est-à-dire qu'avant tout, il faut une mise en sécurité. Une mise en sécurité des communs, une mise en sécurité des besoins. C'est ce dont on a parlé par exemple avec la mise en sécurité et la sécurité sociale de l'alimentation. Et bien sûr, une société basée sur l'entraide. Mais vous savez quoi? Quand moi je regarde ce dessin, ça me donne un espoir. Nos sociétés, notre société martiniquaise, il n'y a pas si longtemps, elle était ça. Et donc, si nous adressons, si nous écoutons nos anciens, peut-être que nous aurons des réponses pour une autre manière de fonctionner par là et qui nous emmènera à ça. La résilience, le temps long, la sous-optimalité, l'écoute de la nature. Je vous ai mis une mangrove qui est un de nos principaux écosystèmes, qui nous aide, qui a un principe plein de vie. Quand vous regardez par exemple les palétuviers d'une mangrove, vous ne savez pas dire à qui appartient quoi, ni aux racines, ni aux pieds. Et pour cela, je vais vous inviter à avoir, je vous l'ai dit, un autre regard, mais je me base toujours sur des éléments scientifiques. Et donc là, je vais me baser sur le rapport de l'IPBES de décembre 2024. Ce rapport, donc l'IPBES, Institut pour la biodiversité, qui fonctionne comme le GIEC, mais côté biodiversité. Qu'est-ce qu'il nous dit? Deux énormes conclusions. Absolument un changement transformateur
en profondeur est absolument nécessaire si l'on veut maintenir la vie humaine, non humaine et maintenir un système économique. Cela signifie une réorganisation fondamentale à l'échelle du système des facteurs technologiques, économiques et sociaux, y compris des paradigmes, des objectifs et des valeurs. La deuxième, c'est une pensée systémique, et c'est chouette parce que du coup, c'est comme ça que notre ministre a introduit le propos de ce matin. Une pensée systémique à travers le nexus. La pensée systémique qui est proposée là, je la trouve super intéressante parce que finalement, pas difficile à retenir. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que 5 points sont complètement reliés, fonctionnent côte et côte. Changement climatique, santé, alimentation, biodiversité et eau. Qu'est-ce que ça signifie en fait? Ça signifie que si je vais toucher, je veux améliorer le changement climatique, mais par contre, ça va peut-être créer un petit problème sur les rivières, mais c'est pas grave. Mais en fait, là, ce qu'il nous dit, c'est que si, c'est grave. En fait, non seulement ça va venir affaisser le point haut, mais en plus, ça va se répercuter sur les 5 points. C'est-à-dire, y compris le point que je cherchais à améliorer avec ma solution. La seule chose qu'il dit, c'est que cette transformation en profondeur doit être regardée en améliorant ces 5 points. Changement climatique, eau, santé, biodiversité et alimentation. Et du coup, moi je vous invite à ça. À chacune de nos décisions, elle devrait examiner, interroger cette transformation en profondeur, interroger ce nexus, et je vous assure, je l'ai déjà fait fonctionner avec des ateliers d'intelligence collective, et c'est une réflexion très puissante. Et en plus, ça nous rend heureux. Merci beaucoup. Merci Madame Lheureux, malgré toutes ces menaces et face à toutes ces menaces, de quand même faire apparaître l'espoir. Mesdames, Messieurs, en matière d'espoir, il nous reste une diapo à voir, une seule.